Merci. Bon, merci. Quand l'introduction est trop positive, la suite ne peut être que décevante. Donc, voilà ce qui va vous arriver. Pour le reste, merci de cette invitation et aussi merci d'être venu ce soir. Je suis sensible au fait que vous ayez pris votre soirée pour parler de ce sujet. Mais vous allez voir que ce sujet, on est obligé d'en parler parce qu'il s'agit vraiment de quelque chose qui est très proche de nous. Et vous allez voir qu'en réalité, j'ai l'air de parler de biodiversité, mais je ne parle que de l'homme. Parce que je ne sais pas si c'est votre cas, moi j'ai un enfant. Et j'espère qu'il pourra vivre comme moi. Et pour ça, il aura besoin de ça. Donc, nous allons parler de l'homme, et on va faire un détour en parlant de la biodiversité. Mais vous allez voir, on va atterrir dans l'homme. Alors, la première chose, c'est que la biodiversité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir. Je sais, vous avez peut-être une représentation de la biodiversité, vous vous dites peut-être, oui, moi je vois ce que c'est. Vous en voyez sans doute une partie, hein. Je ne nie pas que ce que vous voyez ou ce que vous pensez être la biodiversité, c'est la biodiversité. Mais c'est largement invisible. D'ailleurs, quand on tape sur Internet biodiversité puis qu'on demande des images à Google, qu'est-ce qu'on voit ? Ça. Les écosystèmes coralliens, les forêts. Et ça a plusieurs caractéristiques en commun, toutes ces images, qui font que ce n'est pas tout à fait la biodiversité. Alors, la première chose, c'est que c'est beau. Ben, la biodiversité, c'est pas toujours beau. Hein. Tout ça, c'est de la biodiversité. En bas à droite, il y a un truc qui fait bien chier. Hein. Oui, non, mais il faut le dire. La biodiversité, c'est ce qu'il y a dans la nature, mais dans la nature, il y a tout. Le pire, le meilleur, le beau, le pas beau, le bon, le pas bon. Et c'est la première chose, mais c'est toujours pas ça mon problème. Mon problème, c'est que ça, c'est exotique et c'est visible à l'œil nu. Or, la biodiversité, c'est chez toi, et tu ne peux pas le voir. C'est aussi simple que ça. Où est la biodiversité sur cette image ? Alors partout, c'est une bonne réponse. Maintenant, je veux savoir où est-ce qu'elle est, surtout. Dans l'eau. Allez, dans l'eau, c'est pas bête ça. En fait, dans l'eau, si l'eau est verte, c'est que c'est pourri d'algues unicellulaires, des petites algues vertes, mais pas que. Et c'est une eau qui est très saine hein, pour se baigner. Mais si l'eau est verte, c'est qu'effectivement, elle est bourrée d'algues. Et s'il y a des algues, il y a des bactéries qui en mangent. Il y a des petites amibes ou des flagellés qui viennent chercher ces algues, les dévorer. Une cuillère à café d'eau de mer, c'est des centaines d'espèces d'algues, des dizaines de milliers de cellules d'algues, des millions de cellules de bactéries qui appartiennent à des dizaines, plutôt à des centaines ou des milliers d'espèces de bactéries. Voilà ce que c'est. En fait, là-dedans, dans l'eau, c'est une soupe de diversité, d'accord ? Alors, c'est pas tout. Quel est l'autre endroit où il y a beaucoup de diversité sur cette image ? Il y en a partout, hein, ça c'est vrai, la réponse n'était pas mauvaise. Alors, dans le sable, ce n'est pas une mauvaise remarque, il y a quand même beaucoup d'espèces dans les sédiments, comme les sables ou les sédiments au fond des eaux, de lacs. Non, mais c'est surtout le sol. Alors là, il y a vraiment du monde, puisque on pense qu'entre 25, sur les estimations, et 60% des espèces vivantes vivent dans les sols continentaux. Alors, ce sol, il contient, rien que dans un gramme, hein, vous voyez, des millions de bactéries qui appartiennent à plusieurs milliers d'espèces différentes. Ça contient aussi des champignons. Alors attention, hein, ce n'est pas des cèpes. C'est ces parties microscopiques des champignons, les filaments, qui vivent en permanence dans le sol et qui, des fois, chez certaines espèces, produisent un cèpe, un bolet, une russule, mais c'est les parties microscopiques qui vivent en permanence dont on parle là dans le sol. Et en fait, s'il y a autant de ces cellules de microbes, hein, parce qu'on ne les voit pas à l'œil nu, oui, c'est ça mon problème, c'est qu'on ne les voit pas à l'œil nu, tous ces trucs-là, c'est que pour eux, votre gramme de sol, c'est Brive, Tulle, presque jusqu'à Aurillac. C'est une dédicace spéciale pour Monsieur Baduel, là. Donc le truc, c'est que, en fait, vous avez peut-être aux zoos pour voir des espèces bizarres et nombreuses, mais regardez sous vos chaussures, hein, s'il y a un peu de terre, il y a plus d'espèces que dans le zoo. Hein. Voilà les chiffres pour les microbes. Pour les champignons, on ne sait pas très bien si c'est 6 ou 10 millions d'espèces. Bon, on en connaît un demi-million en gros, hein, donc, enfin on en a décrit un demi-million, mais on sait que les autres existent parce qu'on a trouvé leur ADN dans les sols ou ailleurs. Pour les bactéries, et là je parle tout compris, hein, au niveau global, on est entre 10 et 100 millions d'espèces, on ne sait pas bien. Les amibes, bon, une centaine de milliers d'espèces, c'est pas énorme. Les algues unicellulaires, on est sur des millions d'espèces.
Les virus, alors là, comme chaque espèce a des virus qui lui appartiennent qu'à elle, même si des fois ils passent d'une espèce à l'autre, comme vous savez, en général, les virus, ils sont sur une espèce, et chaque espèce ayant une bonne dizaine au moins de virus qui sont à elle en propre, ben, il y a plus de virus que toute autre chose vivante. C'est trop petit pour être vu. Voilà. La biodiversité que je viens de vous décrire, elle est ordinaire parce qu'elle est chez vous, elle n'est pas dans les écosystèmes coralliens, elle n'est pas visible à l'œil nu. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre fraction de la biodiversité que vous ne voyez pas ou que vous ne réalisez pas, mais qui est de la biodiversité. Regardez sur cette image-là, c'est mes étudiants en train de pique-niquer un soir d'excursion naturaliste. Et ils sont tous différents. Hein. Et ça ne tient pas qu'à leur coiffure, ça ne tient pas qu'à leur vêture. En fait, ils sont génétiquement différents. Alors évidemment, on n'est pas très différents génétiquement les uns des autres. Hein. Vous prenez deux personnes au hasard dans la salle, 99% de leur ADN leur est commun. Mais par 1%, ils diffèrent. En fait, il y a une autre diversité qui est au sein de l'espèce. Ce n'est pas juste les espèces, la diversité. C'est aussi la diversité génétique au sein de l'espèce. Et c'est vrai que nous autres hommes, on est assez homogènes. On n'est pas préparé au fait qu'il y a beaucoup de différences dans l'espèce. Alors bon, il y en a qui en font des louches, parce que y en a des noirs, des jaunes, des roses clairs, des roses foncées. Mais honnêtement, on n'est pas très différents génétiquement. Maintenant, regardez ce qui se passe si on a des bactéries. Deux bactéries sont de la même espèce, par définition, si elles partagent les 3/4 de leurs gènes. Inverser et creuser en creux cette définition. Deux bactéries différentes par 25% de leurs gènes sont dans la même espèce. En fait, on a une espèce où la diversité génétique existe bel et bien, mais si on était des bactéries, on se rendrait compte qu'en fait, dans l'espèce, il peut y avoir énormément de diversité dans certains cas. Et oui. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin qu'il y ait beaucoup d'individus. Parce que chaque individu n'étant pas génétiquement identique aux autres, plus on a d'individus, plus on a de diversité, plus on a de biodiversité. La biodiversité, c'est aussi la diversité génétique dans l'espèce. Et ne me faites pas croire qu'on peut sauver des espèces en sauvant deux représentants de l'espèce. La manip a été, paraît-il, tentée, mais c'est un travail qui n'a pas été reproduit depuis de façon fiable. D'accord ? Non, mais c'est important parce que quelque part, nous on pense que l'espèce, il suffit d'avoir deux individus. Tu parles, en 3 générations, ils sont tellement abattardis et consanguins, les descendants des deux individus, que c'est fini, hein, l'espèce, on n'en parle même plus. C'est important la diversité génétique parce que c'est une partie de la biodiversité. Or donc, la biodiversité, elle est aussi invisible parce que microscopique, invisible parce que génétique dans les espèces, au-delà du nombre d'espèces, ce qui compte c'est le nombre d'individus, et pour terminer, elle est à la maison aussi. Prenez un peu de sol dans la main et ça vous fera autant de choses que dans un écosystème corallien pour moins cher. Figurez-vous que la biodiversité, c'est toujours pas ça. Bien sûr, c'est un peu ça. Bien sûr, c'est un peu la diversité des espèces, microbes compris, et la diversité génétique. Mais c'est pas que ça. La biodiversité, il faut surtout comprendre que c'est un mécanisme. Je vais vous expliquer ça en prenant une image. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des listes de courses. Ça, c'est la liste de courses que Marc-André, le samedi matin, doit aller chercher pendant que Léon et sa maman se réveillent tranquillement dans le lit familial, où Léon a piaillé toute la nuit, et alors du coup Alicia essaie de rattraper le sommeil, et moi je me tire du lit et je vais faire les courses. Et j'ai ça qui a été rédigé la veille. Le bilan. C'est que comme je suis crevé, je vais oublier, c'est sûr, le pot de crème. Peut-être les œufs. Ça sent l'engueulade. Mais en même temps, il y a un moment, il y aura, je sais pas, un brownie au chocolat qui a l'air superbe, il y a des litchis tout frais arrivés de la Réunion, mauvaise idée techniquement, mais enfin c'est quand même bon les litchis, vous y êtes, donc je vais acheter autre chose. Donc déjà la liste, c'est dur qu'à un moment dans le frigo, il y ait la liste des courses. Mais surtout, qu'est-ce qui se passe ? Quand la famille dévale sur le frigo, petit à petit, le frigo se vide. Donc cette liste, elle caractérise un processus où je remplis le frigo, et puis le frigo se vide. Il y a peu de moments où il y a vraiment la liste dans le frigo. La liste, c'est une représentation du processus. Mais le processus, c'est un flux. C'est un truc continuellement changeant où on va faire les courses. Ok ? On remplit le frigo, puis le frigo est vidé. Et on le re-remplit et il se revide. Vous y êtes ? Eh bien, la biodiversité conçue comme une liste d'espèces ou une liste
de diversité génétique dans l'espèce, c'est pareil. C'est une façon un peu statique de décrire un processus. Quel processus? Eh bien, rien moins que l'évolution. Regardez. À l'époque des Lumières, un Français, Lamarck, va montrer et imposer, en fait, rapidement, et c'est vraiment quelque chose de... C'est énorme, hein, comme pas, l'idée que les espèces, même si on les voit peu changer à l'espace, à la durée d'une génération, les espèces changent. Il y a ce qu'il appelle de l'évolution. Et cette statue qui trône à l'entrée du Jardin des Plantes est dédiée au fondateur de la théorie de l'évolution. Et ça, c'est important parce que ça a été vraiment un pas important de comprendre que les espèces évoluaient, qu'elles changeaient au cours du temps. Et souvent, on pense à Darwin à propos de l'évolution, mais Darwin, il n'a fait que proposer un mécanisme, et vous allez voir un mécanisme qui est très important, mais qui n'explique pas tout. Il a proposé qu'il y a de la sélection, c'est-à-dire que parmi toutes les espèces qui sont là à un moment, ou parmi tous les individus d'une espèce qui sont là à un moment, il y en a qui sont plus ou moins adaptés. Plus ils sont adaptés, plus ils peuvent faire des petits. Moins ils peuvent faire adapter, moins ils peuvent faire des petits. Vous voyez, à la limite, d'ailleurs, s'ils ne sont pas adaptés du tout, ils crèvent tout de suite et puis c'est fini. Ça va? Et ça, c'est vrai entre les espèces, c'est vrai entre les individus. Donc il y a une sorte de tri des plus adaptés. Qu'est-ce qu'ils font, les plus adaptés? Ils font des petits. Alors, si vous vous arrêtez là, ça ne marche pas. Vous y êtes, vous triez à chaque génération, donc il y a de moins en moins de diversité, donc à la fin, il ne doit plus y avoir de diversité du tout. Darwin, il n'a pas tout compris. Hein. Il a trouvé le tri, mais il n'a pas trouvé dans quoi trier. Et il se pose souvent la question de savoir, mais pourquoi il y a quand même autant de diversité? Oui, parce qu'il lui manque des réponses. L'une des réponses, on la doit à un moine tchèque, un moine morave, très exactement, qui, à Brno, fait le genre de recherche qu'aujourd'hui on ne financerait pas du tout. Il regarde, quand il croise des petits pois, à quoi ressemblent les descendants. Il découvre les lois de l'hérédité. Il découvre ce que vous savez très bien si vous avez des enfants. Vos enfants, bien sûr, ils vous ressemblent. Bien sûr, ils ressemblent à votre partenaire. Mais ils sont quand même différents. Pourquoi? Parce qu'ils ont quelques gènes de vous, quelques gènes du partenaire, et ils sont originaux par le mélange de diversité génétique qu'ils représentent. Donc quand ceux qui sont adaptés se reproduisent, ils font des descendants qui sont différents. Vous y êtes? Ils créent de la variabilité. Alors certes, ils leur transmettent des gènes et des traits qui sont adaptés, mais ils font des descendants un peu différents. En plus, alors ça s'appelle la recombinaison génétique, c'est un terme technique pour dire en gros que nos enfants héritent de certains de nos gènes, mais pas tous nos gènes, et qui sont un peu différents, parce qu'ils sont une combinaison génétique nouvelle et originale. C'est pas tout. Un autre type qui faisait vraiment le genre de truc qu'on ne finance pas en recherche aujourd'hui, Hugo de Vries travaillait sur une espèce de fleur, le notaire, qui d'ailleurs était bien nommée car elle s'appelle le notaire de Lamarck. Et en travaillant là-dessus, il découvre qu'il travaillait sur la forme des fleurs, et il découvre que des fois, brutalement, chez un individu, la forme des fleurs change, et puis dans les générations suivantes, ça reste. C'est-à-dire que ça devient héréditaire. Et il découvre quoi? J'ai entendu? Les mutations. Il découvre le concept de mutation. Et effectivement, les mutations s'ajoutent à la recombinaison génétique pour faire que ceux qui réussissent quand ils se reproduisent, ils font une nouvelle diversité. Désolé de ce cours d'évolution, pas tellement désolé en fait, parce que c'est vraiment vital pour comprendre le monde vivant, l'évolution, mais voilà l'histoire. Vous avez un générateur de diversité, c'est-à-dire que quand les individus se reproduisent, ils font des descendants différents pour ces raisons-là, et puis vous avez un tri qui retient ce qui marche. C'est bon? Alors donc, j'ai un tri et un générateur. J'ai des gagnants et des perdants. Toujours. Comme dans mon frigo. Les trucs qui se font bouffer, ils ont perdu. Les trucs qui arrivent à revenir du marché, ils ont gagné. Et donc, j'ai de la diversité dans mon frigo. Ça va? Alors, c'est vraiment important parce que donc, en permanence, vous avez des gagnants qui font des descendants et qui vont refaire de la diversité. Et puis ceux qui perdent, alors c'est ceux qui perdent parce qu'ils tout de suite ils meurent, ils font moins de descendants que les autres, et 3-4 générations après, en fait, ils ne contribuent plus du tout à ce qu'il va y avoir. D'accord? Bon, alors, si vous avez compris ça, vous vous dites c'est normal, de tout temps, il y a eu des gagnants et des perdants. Des fois, il y a plus de morts que de vivants et la biodiversité diminue. D'autres fois, il y a plus de gagnants que de perdants, et là, la diversité augmente.
Alors on en vient à la notion de crise de la biodiversité. Est-ce qu'il peut y avoir des crises de la biodiversité? Je vais vous dire, c'est banal, cette histoire-là. Ça s'est passé plein de fois. Il y a eu plein de crises de la biodiversité. Ce qu'on appelle une crise, c'est le moment où il y a plus de perdants que de gagnants. Alors, examinons les 500 derniers millions d'années et regardons le nombre d'espèces qu'ont repéré les paléontologues. Alors, faites attention, ça a l'air de monter, mais c'est une fausse impression. Il faut regarder la courbe comme ça, là, en biais. Pourquoi? Parce que plus vous remontez loin dans le temps, moins on a de restes. Donc, le nombre d'espèces qu'on connaît, il est plus petit à cause du temps écoulé. Mais même si vous mettez l'axe un petit peu oblique pour corriger la qualité de la connaissance qu'on a du monde, on voit que ça s'écroule de temps à autre. Vous voyez, sur 500 millions d'années, on a eu 5 grandes extinctions. Alors, je suis sûr que vous connaissez celle-là parce qu'elle est très popularisée. Les dinosaures et quelques autres trucs qui traînaient autour se sont pris une météorite sur la tête. Bilan, les dinosaures sont réduits aux oiseaux. Parce que les oiseaux sont des dinosaures, techniquement. Mais enfin, bon, c'est pas parce qu'on a des oiseaux qu'on a encore des tyrannosaures, des bronchiosaures, Vous y êtes? On a quand même perdu une grande partie des dinosaures, même s'il nous reste ceux qui avaient des plumes et qui volaient. Ça va? Alors vous me dites, oui, personne n'était adapté à survivre aux conditions post-catastrophe d'une météorite, donc il y en a des tas qui n'étaient pas adaptés, donc il y en a des tas qui sont morts, et c'est pour ça qu'il y a eu une disparition massive. Et vous vous dites, quand il y a des extinctions, c'est une catastrophe venue de l'extérieur. Des fois oui, là, mais des fois non. Je vous emmène bien avant le diagramme, parce que la vie, elle a commencé avant 500 millions d'années. Et avant 500 millions d'années, il y a eu d'autres extinctions. On ne les a pas numérotées parce qu'on ne les connaît pas très bien. Il y en a une qu'on connaît bien, parce qu'elle a été atroce. Quand je dis atroce, ça veut dire pire que ça. Vous avez notamment, à la fin du Permien, 95% des espèces terrestres qui sont sur Terre qui disparaissent. Mais ce que je vais vous montrer, ça n'a rien à voir avec ça, ni avec ça. C'est quelque chose qui va avoir une importance très, très grande pour nous, c'est que ça met en place, ce qui se passe à ce moment-là, va mettre en place les gisements de fer que nous exploitons. En fait, il va se passer quelque chose de terrible à un moment, c'est que tout le fer va rouiller, et vous savez que la rouille, c'est pas soluble, ça tombe au fond de l'eau. Nous sommes à une époque où il n'y a pas d'oxygène sur Terre. Vous allez voir, il va arriver. Comme il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'ozone. Donc comme il n'y a pas d'ozone, les UV, ils arrivent sur Terre, donc le seul endroit où vous pouvez vivre, c'est dans l'eau. Sinon, vous cramez tout de suite, quoi. Vous chopez un cancer en 2 jours. C'est bon? Tout le monde vit dans l'eau et tout se passe très bien. Quand arrivent des petites bactéries qui inventent la photosynthèse. Et la photosynthèse, ça produit un déchet qui est l'oxygène. Et l'oxygène, il a 2 caractéristiques qui vont être assez ennuyeuses pour les voisins et même pour les cyanobactéries. La première chose, c'est que l'oxygène, c'est toxique. Ça fait des radicaux libres. Si vous n'avez pas un équipement adapté à ça, en présence d'oxygène, vous crevez. Donc déjà, tout crève autour. La deuxième chose, c'est que l'oxygène, ça oxyde le fer, ça rouille le fer. Et alors que dans l'océan, à l'époque, il y avait plein de fer ferreux, solubles, le fer devient insoluble et il tombe au fond de la mer. Le bilan, c'est qu'il n'y a plus de fer. Et le fer, c'est vital, il en faut au moins un peu. Aujourd'hui encore, si vous êtes au milieu du Pacifique et que vous voulez qu'il y ait de la vie, c'est pas la peine. Il n'y a pas grand-chose au milieu du Pacifique. Vous savez que tous les bateaux pêchent sur la côte. C'est pour ça qu'on avait pêché la morue à Terre-Neuve ou en Islande. C'est sur la côte qui a bouffé, parce que sur la côte, il y a du fer qui arrive avec les rivières depuis les continents. Vous êtes au milieu de l'Atlantique, au milieu du Pacifique. Vous voulez que des algues poussent pour qu'il y ait des crustacés qui se développent et que des poissons les mangent et avoir des trucs à pêcher, d'accord? Si vous voulez que la vie prolifère, c'est pas la peine de mettre de l'azote, il y en a assez. C'est pas la peine de mettre du phosphate, il y en a assez. Vous ne prenez pas la tête, mettez du fer. Donc aujourd'hui encore, les océans sont anémiés. Cette catastrophe fait que les cyanobactéries elles-mêmes ont eu beaucoup de problèmes à survivre à leurs déchets. Bref. Après 2 milliards d'années, au moment où se mettent en place ces fers oxydés, il y a ce qu'on appelle le boring billion, le milliard d'années chiant. Et c'est ce que nous disent les paléontologues. Et pourquoi il est chiant? Parce qu'en fait, il y a très peu de fossiles.
Et il n'y a absolument pas d'innovation morphologique, il n'y a pas de changement. C'est comme si l'évolution s'était enrayée pendant 1 milliard d'années. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, ça sélectionne des trucs qui arrivent à survivre à l'oxygène, voire même des trucs qui utilisent l'oxygène pour respirer. C'est vos ancêtres. Donc on s'en sort. Vous voyez que le tunnel, il a été long, hein, mais on s'en sort et on est tous super contents qu'il y ait eu de l'oxygène, parce que sinon on ne serait pas là. Vous y êtes? Et en fait, toujours on s'en sort. C'est-à-dire que tant qu'il en reste un ou deux, le générateur de diversité fonctionne, et ça vous donne des trucs qui sont adaptés ou pas. Vous y êtes? D'ailleurs, regardez, ça remonte toujours. Ça va? Donc, il peut y avoir des crises, mais les crises n'éteignent pas la biodiversité. En fait, c'est abusif de parler de crise. Ça monte ou ça descend. Mais c'est inextinguible. Ça va? Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Justement, il y a une petite baisse, il y a un petit coup de mou aujourd'hui. On le sait parce qu'on a des gens qui ont été réunis par des gouvernements, et ne venez pas me dire que c'est des activistes écologiques. C'est des scientifiques qui ont été emmerdés dans leur travail de recherche pour venir siéger en commission à une plateforme intergouvernementale qu'on appelle l'IPBES. On dit des fois de l'IPBES que c'est le GIEC de la biodiversité. Moi, ça me fait mourir de rire, parce qu'on ne dit pas que le GIEC est l'IPBES de la biodiversité. C'est-à-dire que les gens ont compris qu'il y avait une crise climatique et que le GIEC l'étudiait. Par contre, la crise de biodiversité et le fait que l'IPBES l'étudie, ça, il y a moins de gens qui ont compris. Du coup, il faut utiliser l'image du climat à la rescousse de la biodiversité. Alors, que nous dit l'IPBES? L'IPBES nous dit oui, ça va mal. Déjà, sur les espèces, vous voyez très bien que vous avez des taux d'extinction des espèces qui sont en train de s'envoler. Ce n'est pas encore grave. On n'a pas perdu grand-chose. Mais qu'on est en dessous de 10% des espèces de mollusques, d'oiseaux ou de mammifères. Par contre, c'est en train de monter. Quand on va regarder les espèces en danger d'ici 2040, on est sur un tiers des espèces de vertébrés, 42% des espèces d'arbres d'Europe. Ça va? Il y a effectivement une tendance à la disparition des espèces qui est déjà marquée et qui s'accélère depuis que l'homme est sur Terre. La vitesse de ces extinctions est assez rapide. Vous voyez que pour les animaux, elle est 5 à 10 000 fois, 5 000 à 10 000 fois plus importante que dans toutes les crises précédentes. Et pour les plantes, elle est 500 fois plus importante que pour les crises précédentes. Les plantes sont plus résistantes, semblerait-il. Bon, donc ça va plus vite, mais on s'en fout. De toute façon, tant qu'il en reste, ça peut repartir, vous vous rappelez. Bon, ensuite, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Ça, c'est la vitesse par rapport à avant l'homme. Et ça, c'est la vitesse par rapport, le taux par rapport aux extinctions précédentes. Excusez-moi. Ça, c'est l'accélération par l'homme, qui touche plus les animaux que les plantes. Pour les micro, on ne sait pas, personne ne s'en occupe. Et par rapport aux extinctions précédentes, ça va, vous voyez, 100 à 1000 fois plus vite. Vous m'avez suivi? Donc ça va vite, mais de toute façon, on sait très bien que tant qu'il reste des protagonistes, ça peut repartir. On nous dit souvent 80% des insectes européens ont disparu en 30 ans. 30% des oiseaux européens ont disparu en 15 ans. Et, sur une cinquantaine d'années, nous avons perdu 70% des vertébrés du globe. Alors en fait, ces chiffres, il y a un youtubeur il y a quelques personnes qui nient qu'il y a une baisse de la biodiversité. D'ailleurs, il y en a même qui sont journalistes au Point et qui écrivent des livres de merde, et donc voilà, ils savent absolument rien, et ils veulent nous démontrer que parce qu'il y a des loups qui reviennent en France, la biodiversité augmente. Donc il y a des gens qui nient la biodiversité. Il y a un youtubeur notamment qui dit « Marc-André, il dit n'importe quoi, si 80% des espèces d'insectes avaient disparu, on le saurait. » Mais non, c'est pas 80% des espèces d'insectes, c'est 80% des individus. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez de votre pare-brise après 200 km de route dans les années 70 ou 80, vous savez qu'il y en a moins. Il n'y a pas besoin d'être malin, il n'y a pas besoin d'être journaliste au Point pour ça. D'accord? Alors vous avez le droit de lire le Point, mais arrachez les pages sciences, s'il vous plaît. L'idée, c'est que là, c'est les individus, en fait, d'accord? Pour les espèces, il y en a qui disparaissent au passage, mais ce n'est pas aussi prononcé. Mais vous vous souvenez quoi?
Plus il y a d'individus, plus il y a de diversité génétique. Et ça, en creux, c'est une perte de diversité. Aujourd'hui, nous sommes dans le moment où on perd la diversité génétique. Pas encore tellement de la diversité d'espèces, même si ça commence. D'accord ? Et d'ailleurs, c'est très inquiétant parce que les espèces sont en train de perdre de la capacité à s'adapter. Pourquoi ? Plus il y a d'individus, plus il y a de chances qu'il y en a un qui soit adapté si j'augmente la température d'1 degré. Vous y êtes ? Ou si je rajoute un nouveau pesticide. Donc déjà, moins il y a d'individus, moins il y a de chances qu'il y en ait un qui soit adapté. Il y a aussi autre chose, c'est que plus il y a d'individus, plus il y a de mutations. Chaque individu a une probabilité donnée de muter. Le nombre de mutants dépend du nombre d'individus. Et les mutations sont aussi une des façons dont les individus s'adaptent. Enfin, qui peut créer de l'adaptation, même si toutes les mutations ne sont pas bonnes, hein, mais il peut y en avoir une qui marche. Donc vous voyez qu'on perd de la capacité à faire des mutations et on perd de la réserve d'individus adaptés si jamais quelque chose change. Or, je vous fais remarquer qu'il n'y a pas de chose qui change en ce moment. D'ailleurs, si on regarde bien ce que nous dit l'IPBES, quelles sont les causes d'extinction ? Alors, il y a 5 grandes causes. La première, c'est la conversion des milieux. Quand on détruit un milieu de vie, les habitants, voilà. Je vous rappelle qu'en France, nous avons perdu pratiquement 80% des zones humides depuis 1900. Si vous êtes grenouille, c'est pas la joie, quoi. Donc, l'idée, c'est qu'on a effectivement la conversion d'utilisation des milieux qui est importante. Ensuite, on a la surexploitation. Quand on bouffe une espèce jusqu'au bout, quand on cueille une plante jusqu'au bout, elle disparaît. L'autre cause, qui est estimée, alors un peu moins, puisque les premières, c'est toutes les 30 et 25%, 14%, il y a 2 causes qui sont à 14%, c'est les pesticides. Je vais dire franchement mon idée, je pense que c'est sous-estimé, mais ça c'est mon avis personnel, mais je ne peux pas penser que ce soit que 14%. Et les plastiques, c'est toutes les pollutions. Vous pouvez aussi penser aux polluants éternels, vous savez, les PFAS, là, les fluoroalkylés. Donc vous avez effectivement la pollution, il y a des choses qui ne supportent pas ces polluants au point d'en mourir. Nous, on se contente de ne pas les supporter au point d'en être malade et d'avoir des cancers. Ça ne tue pas, ou ça tue plus vite, mais ça ne tue pas tout de suite. Oui, non, je suis désolé, c'est moins pire que d'en mourir tout de suite, mais c'est quand même pas joyeux, je suis d'accord. En tout cas, il y a aussi le changement climatique. Vous avez par exemple des forêts qui brûlent en Australie à cause du changement climatique, les habitants, c'est un exemple, plus drastique encore que les autres extinctions. Même chez nous, le changement climatique tue. Et puis il y a aussi toutes ces espèces envahissantes qu'on a installées, et dont le journaliste du Point, les 2 journalistes du Point nous disent « Mais regardez, il y a des tas d'espèces qu'on n'avait pas avant. » Oui, elles sont en train de niquer les espèces qu'il y avait avant. C'est ça le truc. Mais en fait, il y a aussi des espèces envahissantes qui, en s'installant, font disparaître, par compétition, les espèces qui étaient là, voire même font disparaître ceux qui mangeaient ceux qu'elles ont remplacés. Voilà les causes d'extinction. En fait, vous avez compris, on augmente les facteurs de tri, on met des molécules, on change la température, on fait tout ça, et puis finalement, il y a des espèces qui ne trouvent pas à temps la porte de sortie. Et en tout cas, dans toutes les espèces, il y a beaucoup d'individus qui ne sont pas adaptés, parce que nous, on augmente très très vite, on change très très vite la règle du tri, avec toutes nos actions. C'est pas nouveau, alors je vais commenter ça 2 secondes. Sur les pesticides, il y a une fille remarquable qui s'appelle Rachel Carson, qui en 1962 publie un livre. Alors Rachel, c'est une personne émouvante. C'est une biologiste marine. Et elle s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les agrosystèmes, dans les écosystèmes terrestres, c'est qu'on n'entend plus les insectes, on n'entend plus les oiseaux. Donc ce n'est pas son métier. Elle s'occupe de biologie marine. Mais elle va prendre du temps pour essayer de passer en revue toutes les données, et elle va dire, dans le printemps silencieux, en fait, nos pesticides sont en train de tuer la diversité des oiseaux et des insectes. Elle écrit un livre qui mérite encore d'être lu à l'heure actuelle. Il est vraiment d'actualité. Sauf que 60 ans plus tard, on n'a toujours pas entendu ce qu'elle disait. Donc ça vaut la peine de le lire, puisque... vous pouvez aussi acheter les miens, mais... il n'y a rien d'autre que ce qu'il y a dans les livres de Rachel Carson, sur ce point-là. Surexploité, juste, je ne vais pas passer en un par un tous les facteurs, mais je vous rappelle que s'il n'y a plus de rhinocéros laineux et s'il n'y a plus de mammouths autour de nous, c'est... Alors, des fois on dit, c'est que la glaciation est terminée. Mais non.
Depuis 2 millions d'années, il y a des périodes froides et des périodes moins froides. Quand la période est moins froide, qu'est-ce qu'ils font les mammouths et les rhinocéros les deux? Ils deviennent moins poilus parce que les moins poilus réussissent mieux que les poilus, ils ont moins chaud, ils remontent au nord, ils font pas chier quoi, ils vont dans leur coin. Puis quand la glaciation revient, eh ben ça resélectionne les poilus et ils redescendent au sud, voilà. À la fin de la dernière glaciation, ils se sont fait manger. Manger. On les a mangés. Et d'ailleurs, pour les populations de chasseurs du nord de la Russie, comme les Yakoutes, quand ils en trouvent un congelé dans le sol, là-bas le sol est souvent gelé, ils préservent bien la viande, qu'est-ce qu'ils font? Ils le mangent. Le nombre de mammouths qui finissent pas dans les musées parce qu'ils sont mangés avant, ok, c'est une nourriture. Donc c'est pas nouveau. Hein. C'est pas nouveau. Et des bêtises comme ça, les bactéries photosynthétiques les ont faites avant. Mais c'est pas grave, parce que tout le temps, s'il reste quelques-uns, ils refont de la diversité, et à un moment à l'autre, ou à un moment ou à un autre, ça va repartir. N'ayez crainte. Il n'y a pas à être inquiet pour la biodiversité. Elle en a vu d'autres, et elle survivra. C'est écrit là. Il n'y a pas de crise de la biodiversité, c'est faux. La crise, c'est une crise de l'humanité. Parce que si jamais un truc disparaît dont vous avez besoin, c'est tout. La biodiversité n'est pas en crise. Ça, c'est une façon de projeter sur la nature, vue comme un truc extérieur, le problème. Mais le problème, il est pour nous. Parce que si on a besoin d'espèces, ah, trop tard, c'était notre dernière femelle. Vous y êtes? C'est important. Parce que la nature, elle survivra à l'homme. La question, c'est est-ce que l'homme survivra à l'homme vu qu'il a un peu besoin de la nature? Et pour comprendre ça, pour répondre finement à cette question, notamment est-ce qu'il faut être inquiet pour l'homme, il faut comprendre que tout ce que je vous ai décrit n'est toujours pas la biodiversité. La biodiversité, c'est aussi des microbes, c'est aussi de la diversité génétique dans les espèces. La biodiversité, c'est un processus, ok, mais c'est encore autre chose. Et c'est ça qui nous intéresse, nous, humains. C'est une biodiversité fonctionnelle. Qu'est-ce que c'est que la biodiversité fonctionnelle? C'est que chaque espèce qui vit modifie son milieu et que finalement le milieu où nous vivons est le produit de toutes ces fonctions, de toutes ces actions des espèces. Par exemple, si on respire de l'oxygène, c'est qu'il y a des plantes qui produisent de l'oxygène. Alors, on n'est pas près de manquer d'oxygène, mais vous voyez, l'idée c'est qu'en fait, toutes ces espèces, elles sont une diversité, ok, mais surtout elles sont une diversité d'effets sur le milieu. Et je vais tout de suite vous montrer des exemples de ça, pour vous montrer comment la diversité des espèces structure des tas de choses autour de nous. C'est la diversité des fonctions remplies par les organismes. Alors, tout à l'heure, je vous ai mis plein d'espèces dans un gramme de sol. Mais qu'est-ce qu'elles font, ces espèces, dans ce gramme de sol? Tous ces microbes qui sont là, ils font quoi? Ils vivent, et au passage, ils font des choses. Alors c'est quoi? Déjà, il y a ceux qui vivent en mangeant de la matière organique qui vient de tomber par terre, des feuilles mortes, un cadavre de vers de terre. Quand ils boulottent ça, ils font comme vous et moi, ils font des déchets. Vous faites pipi, hein? Qu'est-ce qu'il y a dans votre urine? De l'azote, du phosphate, du potassium, du calcium. En fait, les organismes qui mangent les déchets, ils relibèrent l'azote, le phosphate, le potassium, le soufre, sous une forme utilisable par les plantes. Ils font que ces éléments-là sont relâchés et permettent à des plantes de grandir. Et je ne vous fais pas de dessin. Ça, vous le mangez. Sous forme de plantes ou sous forme d'animaux qui ont mangé des plantes. Vous y êtes. Ils recyclent, ils libèrent en décomposant les restes, ils recyclent l'azote, le phosphate, le soufre et les minéraux sous des formes utilisables par les plantes. Et ça, vous en vivez. Il y a même des microbes qui sont capables dans les sols, alors vous auriez dû venir quand on parlait de ça avec les élèves du lycée agricole tout à l'heure, qui sont capables de transformer l'azote de l'air en protéines. Et quand ils se décomposent, ça fait du nitrate, ça fait de l'ammoniac, bref. Ils sont capables de rendre l'azote de l'air utilisable par d'autres végétaux à leur mort. Vous y êtes? Tout l'azote que vous contenez, il vient de l'air en fait. Mais vous êtes incapable de faire des protéines à partir de l'air.
Il faut qu'un microbe du sol, en effet, ses protéines, se soient décomposées et après que ça ait nourri des plantes, pour que ça fasse vos protéines. Quitte à ce que ça ait nourri entre-temps aussi un animal. Vous y êtes? Et là, vous sentez que ça ressemble beaucoup à vous parce que ton phosphate, ton azote, ton calcium, ton potassium, il vient de là. Alors, il peut venir d'ailleurs aussi. Il y a des microbes qui s'attachent aux roches et qui les dissolvent. Pourquoi ils les dissolvent? Parce qu'ils les dissolvent pour essayer d'attraper du fer, du phosphate, du calcium, du potassium. Il y a des fuites, hein. Et les plantes, et donc vous êtes nourris des fuites de ces microbes qui altèrent les roches. Parce que s'il fallait attendre que les roches se dissolvent dans l'eau pour avoir son phosphate, vous y êtes? Il faudrait s'armer de patience et de famine. Toute cette vie qu'il y a dans les sols et les animaux qui mangent des microbes et ceci et cela, tout ça, ça fait des trous qui font que les sols retiennent l'eau. Quand il pleut, l'eau est retenue dans le sol, les rivières ne débordent pas. Par contre, entre deux pluies, les sols s'écoulent lentement dans les rivières, ça fait des rivières. Il n'y aurait pas de rivière sans sol. Mais en fait, il n'y aurait pas de rivière sans la vie du sol qui fait des trous qui retiennent l'eau, ou qui en tout cas l'empêchent de passer trop vite. Et d'ailleurs, l'eau est tellement retenue qu'il y a une partie de cette eau qui sert à nourrir des plantes, n'est-ce pas? Donc vous savez que la sève brute extrait des minéraux du sol avec de l'eau. Donc les plantes, en fait, elles évaporent de 60 à 80% de l'eau de pluie. Pourquoi? Parce que cette eau, elle est retenue transitoirement dans les sols. Elle ne trouve pas tout de suite la sortie. Bref, elle ressort par les plantes ou elle ressort dans les nappes phréatiques. Et excusez-moi, mais c'est ce que vous buvez. Hein. Qu'elle passe dans les rivières ou dans les nappes phréatiques, c'est là que vous allez boire. Hein. Donc là, il y a la boisson de l'humanité. Il y a aussi tout un tas de rôles sur les sols, sur le climat que je ne vais pas aborder, mais en fait, la façon dont fonctionnent les sols détermine s'il fait plus chaud ou moins chaud sur Terre. Je ne détaille pas ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, derrière la vie de ce sol, il y a plein de choses, et en fait, des choses qui sont très proches de vous. Vous y êtes? Parce que tous vos composants, ils viennent de là ou de là. Tous. Vous avez un lien très intime avec ça, mais vous savez quoi? Si intime que ce soit ce lien avec cette diversité qui a extrait de la matière organique, qui a extrait de l'air, qui a extrait de la roche vos composants, si intime cela vous paraisse, c'est encore rien à côté de ce qui va suivre, parce que là, ça va être encore plus intime, et d'ailleurs, les dysfonctionnements vont être encore plus dommageables pour vous. Suivez-moi un instant. Un corps humain est fait de 10 000 milliards de cellules. C'est beaucoup, hein? Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'à côté de ces 10 000 milliards de cellules, vous avez notre microbiote. Vous savez, le microbiote, c'est ces bactéries et ces champignons unicellulaires, ce qu'on appelle des levures, qu'on a sur la peau, dans tous les orifices de notre organisme, et puis aussi et surtout dans le tube digestif. En réalité, quand on dénombre ça, on s'aperçoit qu'il y a autant de microbes dans notre tube digestif qu'il y a de cellules dans notre organisme, qu'il y en a 10 fois moins sur notre peau, mais ça fait quand même sur la peau 1000 milliards de microbes, et même une peau bien nettoyée, hein, parce que je vous vois là en train de sourire en disant « Ouais, moi j'ai pris ma douche. » Ouais, alors peut-être vous êtes peut-être à 999 milliards. Voilà. Ok. Attendez 20 minutes, c'est bon. Voilà. C'est reparti. Et puis, il y en a ailleurs aussi. Alors, c'est pas beaucoup, hein, 100 milliards, là, on va même pas en parler, parce que ce qu'on a dans le vagin, dans le nez ou dans les oreilles, c'est un détail dans l'histoire. Alors, fort heureusement, les cellules de ces microbes sont un peu plus petites que nos propres cellules. Donc, au total, ça fait 1 ou 2 kilos. Donc, ça va, c'est pas trop lourd à porter. Ils sont plus petits que nos cellules, donc ça prend pas de place. Mais on peut voir ça différemment. Ils appartiennent à combien d'espèces, ces microbes? Faites un chiffre dans votre tête. 5 à 10 000 espèces pour un occidental bien lavé. Et vous allez voir, trop propre. Vous y êtes? Si vous avez envie d'aller au zoo, regardez-vous dans la glace. Là, il y a de la diversité. Vous sentez là, au passage, la diversité ordinaire. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous auriez pu me dire, mais il y avait un mec avec son chien sur la plage, c'était déjà pas mal, hein. Oui, c'est peut-être déjà pas mal, hein. C'était un des spots de biodiversité sur la photo de tout à l'heure. On ne le voyait pas bien, le monsieur. En tout cas, ces espèces de microbes
Quand moi j'ai fait mes études, on disait, ah oui, bah, elles sont là parce qu'elles mangent un peu des débris de peau ou des parties de nos aliments, mais en fait, on sait aujourd'hui qu'elles contribuent fortement à entretenir l'organisme où elles vivent, et pour une raison toute bête, hein, c'est que plus cet organisme se développe bien, mange bien et fait de la peau, plus eux-mêmes ils mangent, et plus ils ont de descendants, vous y êtes. Donc au cours de leur évolution, ces organismes, chaque fois qu'ils ont pu acquérir des traits par lesquels ils contribuent aux fonctions de l'organisme, bah, ils se sont mieux reproduits, hein, et donc rapidement, c'est devenu plus que de simples passagers. Ils interviennent dans toutes nos fonctions. La digestion, ils nous aident à digérer. Par exemple, les Japonais digèrent les algues rouges, vous savez, le nori qui est autour des maquis, là. Nous, on ne peut pas, hein, mais ils ont des bactéries qui digèrent ces espèces d'algues rouges séchées, là. Nous, on ne peut pas, hein, mais eux, ils digèrent. Ça régule le métabolisme, ça envoie des signaux de satiété. Un des signaux de satiété, c'est quand les microbes commencent à fermenter, ils émettent de l'acétate, ça passe dans le sang et le cerveau perçoit l'acétate et dit voilà, c'est bon là, on commence à manger. Enfin, on commence à avoir mangé assez. Ça et la dilatation de l'estomac, c'est les deux grands. Vous voyez qu'ils ne font pas tout seuls. Hein. Mais ça et la dilatation de l'estomac, c'est les deux grands signaux qui calment l'appétit. Il y en a un qui est de nous, dilatation de l'estomac, et un qui est d'eux. Ils mangent. Donc ils font des déchets. Donc on sent les déchets dans le sang. Vous en avez qui nous protègent, parce que comme ils sont physiquement présents, ils empêchent les maladies de s'installer. Ils font écran, et ils font d'autant plus écran que les maladies qui s'installent sont une mauvaise nouvelle pour eux aussi. Il y en a d'autres qui régulent le système immunitaire. Alors, j'ai juste vous cité un exemple de ça, c'est pour la cicatrisation des plaies. Maintenant, en milieu hospitalier, on dit plus de désinfection. On désinfecte une première fois, puis après, on ne désinfecte que si ça s'infecte. On laisse les microbes parce qu'on cicatrise une fois et demie plus vite. Et on a disséqué ça, hein, on sait aujourd'hui que c'est parce que les microbes qui collisent la peau envoient des signaux au système immunitaire qui l'aident à fonctionner mieux. Tout simplement. Alors ça ne veut pas dire que le système immunitaire ne finit pas par cicatriser, par aider la plaie à cicatriser, hein, mais c'est un travail à deux. Il y a aussi même des effets sur le système nerveux. Alors je vais passer ça parce que moi ce que je veux vous dire, c'est comment a-t-on découvert cette diversité fonctionnelle ? Je suis dans mon sujet là. Hein. Tout ça, c'est des fonctions de ces organismes, c'est de la diversité fonctionnelle. Vous appelez ça de la santé, mais bon, c'est une diversité fonctionnelle, on est d'accord ? Alors maintenant, comment on le sait ? Depuis quelques années, depuis quelques dizaines d'années, depuis quelques décennies, on a vu en Occident baisser la transmission des maladies qui ont empoisonné l'humanité, et il ne faut surtout pas revenir en arrière, comme les oreillons, la rougeole, la tuberculose. On a vu baisser la transmission de ces maladies largement parce qu'on vit dans un milieu beaucoup plus stérile. Mais dans le même temps, on a vu se développer des maladies pas très chouettes. Et voire même des maladies qui, pour le moins, handicapent. Je pense à l'obésité ou au diabète, voire tuent en fait. En tout cas, tuent plus vite. Eh bien, pour toutes ces maladies, qui sont donc ces maladies de la modernité, qui sont en pleine explosion, c'est les maladies du métabolisme, du système immunitaire, asthme, allergie, ou des maladies auto-immunes comme ces deux-là, et les maladies du système nerveux, troubles autistiques, Parkinson, Alzheimer, je devrais même ajouter, d'après des travaux récents, burn-out, pour les burn-out les plus violents. Dans toutes ces maladies, j'ai bien dit toutes ces maladies, eh bien, quand on compare les gens qui sont en forme et ceux qui ne sont pas en forme, on s'aperçoit que ceux qui sont en forme n'ont pas les mêmes microbes et tendent à avoir moins de microbes. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont malades qu'ils ont une moindre diversité de microbes ? Ils ont autant de cellules, hein, mais ils ont moins d'espèces. Est-ce que c'est parce qu'ils sont malades qu'ils ont moins d'espèces, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont moins d'espèces qu'ils sont malades ? Ça, c'est une vraie question. La réponse, elle est très simple. Vous donnez les bactéries des gens qui sont malades à des souris, vous faites un prélèvement dans le tube digestif et vous mettez ça dans le tube digestif de souris, les souris développent, qu'est-ce qu'elles développent ? Du surpoids, du diabète, de l'asthme, elles interagissent moins avec leurs copines de cage, ou elles commencent à développer des neurodégénérescences. Ah, ça sent la cause. Si maintenant vous prenez, et là vous voyez qu'il y a aussi un espoir thérapeutique derrière, les microbes du tube digestif d'un individu sain et que vous les donnez à un individu qui souffre de maladie, là vous voyez qu'il va mieux. Il ne faut surtout pas faire ça à la maison, parce qu'il y a eu des morts. Transmettre des microbes d'un individu à l'autre, on peut transmettre
de cet individu qui est un porteur sain de certains microbes dangereux, on peut transmettre à un autre des microbes qui vont le tuer. Donc, ce n'est pas un truc routinier. C'est souvent des protocoles compassionnels, des choses comme ça. Mais dans toutes les maladies qui sont à l'écran, on a au moins une étude qui montre la régression des symptômes. Elle n'est pas souvent durable parce que très souvent, la diversité microbienne redevient bizarre et rediminue. Elle retourne à son état antérieur. En fait, ces maladies-là sont des maladies complexes. Il y a aussi des causes génétiques. On n'est pas égaux devant ces maladies. Il y a des causes environnementales. La façon dont on vit nous y prédispose plus ou moins. Et je ne suis pas en train de vous dire que les microbes font tout là non plus. Mais ils sont l'une des portes d'entrée vers ces maladies. Ils sont l'une des portes d'entrée et de fait, les individus malades ont des compositions différentes, mais en réalité, les individus malades ne sont que l'excès d'une tendance qui nous affecte tous. Quand on se compare à des individus qui ne vivent pas à l'occidental, comme des Yanomami d'Amazonie, ou quand on se compare sur la base de crottes bien conservées ou de plaques dentaires bien conservées à nos propres ancêtres, où si on peut extraire de l'ADN, on peut savoir quel microbe était là. On s'aperçoit que les Occidentaux ont 1,5 à 3 fois moins d'espèces que leurs ancêtres ou des gens qui ne vivent pas à l'occidental aujourd'hui. Vous y êtes? On a autant de cellules, ça c'est pas le problème de microbes. Mais notre microbiote est simplement moins diversifié. Vous avez ici un diagramme où les points, c'est des individus, alors c'est des crottes d'individus. On a typé les bactéries et dans cette représentation, les points sont des individus et ils sont d'autant plus proches que la composition microbienne des crottes est proche, ou d'autant plus éloignés que la composition est différente. Vous voyez que les Occidentaux, les gens qui vivent à l'occidental, sont très différents de ceux qui vivent peu à l'occidental, et encore plus différents de ceux qui ne vivent pas du tout à l'occidental. Et celui-là, ce Yanomami-là, je ne sais pas ce qu'il fait, mais à mon avis, il est possible que sa petite amie soit une Guaibo. Mais vous voyez, le truc, c'est qu'en fait, on a perdu de la diversité. Alors, pour partie, c'est une bonne nouvelle. On ne crève plus de dysenterie, on ne meurt plus de la tuberculose. Mais on a jeté les bons et les mauvais. Et aujourd'hui, on rentre dans une érosion de la biodiversité en nous qui nous abîme. Mais nous y sommes, les amis. Je crois que c'est rangé. C'est un des endroits où l'érosion de la biodiversité nous abîme le plus. Et le problème de l'érosion de la biodiversité, ce n'est pas la biodiversité, c'est vous. C'est votre qualité de vie, la durée de votre vie, et aussi celle de vos enfants. En creux, il y a des solutions. Attention. Regardez cette histoire-là. L'autisme est en pleine explosion. C'est multiplié par 3 tous les 10 ans. C'est même multiplié par plus de 3 les 10 dernières années, parce que regardez, ça monte boum, en flèche. Alors l'Europe est à la traîne derrière les États-Unis. Ce n'est pas le seul domaine, mais on y arrive. Pardon ? C'est l'autisme. C'est les troubles autistiques. Alors, oui, c'est pas écrit là? C'est écrit en petit. Bonne remarque. Je ferai une correction avant de me coucher sur le diaporama. Vous voyez qu'on peut avoir projeté un diaporama 200 fois et il y a encore des merdes dessus. Alors, maintenant, je voudrais vous raconter l'histoire de 18 enfants autistes à qui on a transféré les microbes de leurs parents. On a nettoyé leur tube digestif un bon coup, et puis après, on leur a donné les microbes de leurs parents. On a fait ça pendant 8 semaines, on a fait des apports réguliers de microbes des parents. Et sur 8 semaines, on a vu diminuer ce paramètre, qui est d'autant plus élevé que l'autisme est prononcé, on l'a vu diminuer. Et sur 8 semaines, vous les avez les 8 premières semaines, on a vu augmenter ce paramètre, qui est d'autant plus bas que l'autisme est prononcé. Alors c'est des enfants qui ont encore des comportements autistiques, mais moins marqués. Aux semaines 10 et 18, l'amélioration des symptômes s'est confirmée. Et dans un récent papier, 2 ans après, la réétude de ces enfants montre que durablement, le développement de leur système nerveux est repassé vers un développement d'autisme léger. Je ne dis pas normal, parce que qu'est-ce que c'est que la norme? Mais simplement, c'est vrai que quand on a des troubles autistiques, c'est pas joyeux. Et d'ailleurs, ça se double aussi, petite parenthèse, de troubles digestifs. Parce que les microbes du tube digestif n'aident pas bien à la digestion dans ces cas-là. Bref, c'est pas très confortable, il vaut mieux avoir des troubles légers que des troubles aigus. Et ce que montre cette histoire-là, c'est que si vous renversez l'histoire, en fait, il y a des solutions, mais des solutions dans la diversité.
Je dis souvent que notre lien à la nature, il existe, il est très fort, et comme on ne l'a pas géré, il n'est pas beau et il est causateur de problèmes. Mais comme il existe, on peut retourner la chose, en le gérant bien, on peut résoudre des problèmes. Je compare souvent ça au syndrome de la chaussette. Je ne sais pas si vous avez déjà nettoyé des chaussettes, notamment les chaussettes d'enfants où il y a des Spider-Man ou des pas de patrouille brodées. Alors, pour pas que ça s'abîme à la machine à laver, vous retournez la chaussette avant de la laver, et quand elle sort, c'est une espèce de tapon avec des touffes de poils colorés qui correspond aux broderies. Elle est pas belle, la chaussette. Et maintenant, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va retourner nos chaussettes. C'est-à-dire qu'on va prendre la chaussette, on va la retourner, on va bien l'aplatir, on va avoir une belle chaussette avec un Spider-Man ou un J'aime papa, parce que ça arrive aussi. Bien brodé, alors qu'avant ça ressemblait à rien. Vous y êtes, retournons la chaussette et voyons comment en creux, ce que nous raconte cette histoire de dépendance de l'homme à la biodiversité, c'est une solution. Vous êtes prêts? Déjà, que faire pour éviter ça? Ça, c'est qu'un Européen sur 4 souffre de troubles qui sont en partie, hein, pas que, mais en partie liés à la baisse de biodiversité dans nos entrailles. Comment faire ça? Oui, je vous ai dit, ce sera très intime. Ben, c'est intime. Hein. C'est tes boyaux, c'est ton vagin, c'est tes narines, c'est tes oreilles. Là, hein. Désolé. Mais c'est vous, quoi. Alors, déjà, il faut arrêter les représentations collectives erronées. Aujourd'hui, un produit qui tue 99,9% des bactéries sur l'évier, dans les toilettes, sur les mains, le gel hydroalcoolique, ou pire encore, quand vous vous rincez la bouche avec c'est un argument publicitaire. Mais les amis, ça veut juste dire que 1, c'est plus cher parce qu'il y a un produit bactéricide, et 2, c'est pas pour vous. C'est trop stérile. Arrêtons-nous 2 secondes sur le gel hydroalcoolique. On l'a mis au début comme anti-Covid, mais on sait très bien aujourd'hui que la Covid n'est pas manuportée. On n'a pas un seul cas avéré de quelqu'un qui aurait attrapé la Covid par la peau. Vous y êtes? Ça, scientifiquement, c'est réglé. Le bilan, c'est qu'il y a encore des bidons de gel hydroalcoolique partout qui détruisent le microbiote de la peau. Que vous mettiez du gel hydroalcoolique au moment de l'épidémie de gastro ou de grippe, là, très bien, hein, parce que c'est porté par les mains, ça. D'accord? Mais le reste du temps, jetez ce truc. Ah oui, on vous avait dit de le mettre, puis comme par hasard, la nouvelle n'a pas couru qu'il ne fallait plus le mettre. Par contre, des masques, quand on est en groupe et que c'est pas bien aéré, oui. Moi, je vais vous dire, hein, je ne suis pas un malade, je ne suis pas un inquiet maladif, hein, mais j'ai dans mon sac toujours, hop, ça, que je mets et qu'il y a un peu de monde dans le métro. Voilà. Mais bon. Gel hydroalcoolique, c'est bon pour massacrer votre microbiote. Alors donc, il y a les gestes qu'il ne faut pas faire, et puis il y a les gestes qu'il faut faire. On vous dit souvent qu'il faut manger des fibres, et puis comme on prend toujours les gens pour des cons, vous avez remarqué que ce n'est pas mon cas. J'essaie d'expliquer, d'accord, et je suis sûr que les gens suivent. Enfin, je suis sûr que la plupart des gens peuvent suivre la plupart des choses, même si elles sont compliquées. Les gens ne sont pas cons, hein. Ça c'est une idée reçue. Et comme on dit, bah, de toute façon, tu es un peu con, tu peux faire de sciences, bah, le mec il ne se bouge pas, il dit oui, bah, de toute façon, je suis con, je peux pas faire de sciences, donc je ne vais pas... Hein. Oui, non mais c'est vrai, c'est une prophétie autoréalisatrice ça. C'est vrai. Alors, comme on prend les gens pour les cons, on leur dit il faut manger 5 portions de fruits ou légumes, 90 grammes par jour. Tu manges, tu manges. Donc, on ne leur dit pas pourquoi. Donc, les gens ils ne le font pas. Hein. On mange en France que la moitié de la ration de fruits recommandée. En fait, les fruits contiennent des fibres. Et les fibres, c'est bon. Ah, c'est bon pourquoi? Transit intestinal. Et alors, vous allez voir que c'est vrai, mais c'est un détail. Mais c'est vrai. Mais c'est un détail. En fait, ces fibres, vous ne les digérez pas. Ah, c'est pas faux. Mais attendez de voir tout ce que ça fait. Vous ne les digérez pas vous-même, ces fibres. C'est vos microbes qui les digèrent. C'est des aliments pour vos microbes. Donc, ils prolifèrent, ils envoient plein de signaux et de molécules. Par exemple, ils envoient du butyrate qui sert de ressource énergétique aux muscles du tube digestif. Et du coup, la motilité est meilleure. Oui, parce que les gens s'imaginent qu'en gros, les fibres font un gel et que du coup, les crottes avancent mieux. Mais non, pas du tout. C'est juste que vous êtes plus musclé du tube digestif. Mais c'est vrai en plus, hein, je vous raconte ça, vous rigolez, mais derrière, il y a des articles dans la revue Cell et dans la revue Nature.
J'en ai 2 mètres dans mon bureau d'articles. C'est drôle comme ça, mais c'est vrai. Ça envoie aussi des molécules qui sont des régulateurs du système immunitaire, qui font que votre système immunitaire, il s'affole moins pour rien. Donc ça ne crée pas des états pro-inflammatoires, genre rhumatisme ou autre, état pro-inflammatoire, où l'émission de radicaux libres par le système immunitaire peut conduire au développement de mutations, donc de cancer. C'est même bon contre le cancer. Vous y êtes ? Mais comme on dit aux gens, bouffe tes fruits et légumes et fais pas chier, on les prend pour des cons. Les gens, ils sont pas très motivés. Alors maintenant, la question, tout de suite qu'on a, on s'est dit, oh là là, mais alors, fibre de brocoli, fibre d'avocat, fibre de fraise, fibre à droite de céréales, si possible complète, avec le son. Qu'est-ce qu'on... Lesquelles alors ? C'est simple. Ce n'est pas les mêmes fibres d'une plante à l'autre. Ça ne nourrit pas les mêmes bactéries. Donc, alors là c'est dur en hiver, 20 ou 25 espèces végétales différentes par semaine. Ah, c'est vrai qu'on a perdu l'habitude de bouffer des braides. Elles sont où les racines de bardane qu'il y avait au Moyen-Âge sur les étals ? On les vend encore en Chine et au Japon surtout. Donc on a perdu un peu de diversité, c'est dommage. Et ça nous raconte un truc incroyable. Comment sauver la diversité dans nos boyaux ? Par la diversité des aliments. Vous la sentez, la biodiversité, là un peu plus. Et c'est vrai que ça améliore le transit, mais la motivation augmente un petit peu pour les fibres. 20 ou 25 espèces. 25 en réalité, je dis souvent 20 parce que j'ai fait des calculs. À 20, on peut. D'espèces différentes de végétaux par semaine, céréales comprises. Si possible, produit local. C'est pour ça qu'en hiver, c'est chaud. Ouais. Mais en été, franchement, il n'y a qu'à aller bouffer des murs de temps à autre. Ok. Alors, on peut manger des... Oui, non, mais alors, il a raison, on peut manger des conserves. Le surgelé, c'est un petit peu moins environnementalement sympa parce qu'il y a de l'énergie derrière, mais on peut manger du surgelé absolument. Et puis, on pourrait surtout avoir des choix plus importants si on avait une demande de produits plus variés. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que... manger des litchis quand... Ah non, on n'est pas obligé de manger des litchis. Ah, c'est bon les litchis, mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé de manger des litchis. Et puis, de toute façon, voilà. Là, on a une saison où c'est l'orgie totale, quoi. Châtaigne, champignons. Ah oui, parce que... Attendez. C'est vrai revenons au cèpe, puisqu'on était dans le cèpe. Les champignons amènent aussi des fibres. C'est pas une raison pour manger n'importe quelle espèce de champignon, d'accord, mais ça compte dans les végétaux, les champignons. D'habitude, je ne le dis pas trop, mais c'est vrai, en Corrèze, j'aurais dû commencer par là. C'est bon ? Vous voyez la biodiversité comme outil, là, on est complètement dedans, et il est temps d'en parler et de montrer quelques exemples où la biodiversité est une solution. Première solution, basée sur la biodiversité génétique. Parce que je n'oublie pas que ce n'est pas juste le nombre d'espèces. Il y a un champignon qui détruit le riz, qui est un parasite du riz, c'est l'agent de la périculariose du riz, et chaque année dans le monde il détruit l'alimentation de 60 millions de personnes. Bon, c'est pas un champignon sympa, mais il y a un endroit dans le sud de la Chine, pas très loin de l'université où il m'arrive de travailler et d'enseigner, dans le Yuanyang, où c'est des arriérés, complètement, ils n'ont pas de pesticides. Ils ont une agriculture à l'ancienne, vous allez voir à quel point, et ils n'ont pas de dégâts de périculariose. Alors ça a beaucoup intrigué ce laboratoire montpelliérain, qui est allé là-bas, et comme en fait il fallait qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passait, ils ne se sont pas dit que la biologie allait sauver le monde, ils sont partis avec des sociologues, pour aussi avoir une approche des pratiques. Et ils ont découvert la chose suivante. Dans cet endroit où on produit 7 à 10 tonnes de quintaux à l'hectare, donc on est dans la moyenne tropicale, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de variété moderne, ils sèment n'importe quoi. En fait, ils sèment n'importe quoi parce que déjà ils récoltent des graines qui, comme dans les semences paysannes, sont des graines extrêmement mélangées génétiquement, mais surtout ils ont une règle, quand on va chez quelqu'un, le quelqu'un te file un sac de graines et aucun conseil. Pas du genre, tu verras, c'est les meilleures graines du monde, non. Tu donnes les graines et tu ne dis rien. Ce serait impoli. Mais par contre, les graines qu'on a reçues, on les mélange à ses propres graines et l'année suivante, on les incorpore dans ce qu'on sait. Vous sentez monter la diversité. Dans les champs de ces gens-là, il y a plus de diversité génétique que dans tous les champs
d'Europe et d'Amérique réunis. Il y a même en mélange les riz japonais et les riz indiens, puisqu'il y a eu 2 domestications du riz, il y a les 2 provenances en mélange. Il y a surtout du riz indien, mais beaucoup de riz japonais quand même. Alors, à côté de ça, il y a des villages où Pékin a essayé de lancer une agriculture moderne en donnant des variétés génétiquement homogènes, des variétés modernes, et des pesticides. Et ça fournit un cadre comparatif tout à fait intéressant. Je vous dis juste un truc, c'est que les mecs qui essayent ça, souvent, ils reviennent à ça. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas, comparativement. Et là, la pyrrhucuriose du riz arrive. Alors, on va faire la chose suivante. On va prendre un champ de plouc qui n'a pas de pesticides et pas de variété moderne. Un champ d'arriéré, ok? Puis un champ d'arriéré qui a été convaincu par Pékin d'avancer vers la modernité, de rentrer dans l'histoire, comme dirait l'autre. Bon. Et on va semer dans le champ des petites placettes expérimentales de 2 variétés modernes et homogènes, Akuse et Hongyang. C'est parti, et on regarde comment elles sont malades. De la pyrrhiculariose, du faux charbon ou de l'hématosporiose. Le bilan, c'est qu'elles sont moins malades. Pourquoi? Parce que dans le champ génétiquement homogène, si tu réussis sur un pied, pouf, tu fais des spores, tu arrives sur le suivant, c'est le même, donc tu réussis aussi. Dans un champ d'arriéré, quand tu réussis sur un pied, tu passes sur le suivant puisque tu fais des spores. Ah oui, mais le suivant n'est pas pareil. Alors peut-être tu réussis un peu, mais donc quand tu arrives sur le 3e, c'est encore différent. Vous y êtes? Il n'y a pas de gagnant au niveau de tout le champ. Les maladies se propagent moins. Vous y êtes? Et finalement, elles finissent par atteindre moins les variétés tests qu'on a mis là. C'est pas beau cette histoire? En fait, on peut faire ça plus subtilement parce que c'est vrai que quand vous mélangez des graines différentes, les dates de maturation ne sont pas les mêmes, les hauteurs ne sont pas les mêmes, enfin c'est le foutoir. On peut aussi mélanger des variétés modernes, sélectionnées pour mûrir en même temps, pour avoir un haut rendement, mais vous en mélangez plusieurs. Alors pour ça, il y a intérêt à avoir des semences paysannes pour avoir des origines génétiques différentes et resélectionner des choses qui, tout en étant homogènes pour le champ, ont des résistances différentes. Et vous formez vous-même un champ hétérogène, mais avec des variétés élites, donc vous engrangez le bénéfice des rendements et vous ajoutez l'hétérogénéité, et vous faites un paysage dans lequel, par rapport à une seule variété où la rouille jaune est très très vite sélectionnée pour réussir et se répand partout, vous faites des paysages où la rouille jaune se répand moins. Et puis peut-être certaines années, elle se répandra assez pour que vous sortiez les pesticides, mais vous en mettrez moins de toute façon. Et donc en plus, les résistances émergeront moins vite. Et les gens seront moins intoxiqués puisqu'il y aura moins d'utilisation de pesticides. Vous y êtes? Ça, c'est juste une solution basée sur la diversité génétique. Ça permet de se passer des pesticides et au fait, c'est important pour moi parce que c'est une des causes de l'érosion de la biodiversité. Donc non seulement là, je suis dans l'utilisation de la biodiversité pour faire des trucs ordinaires, mais en même temps, voilà, je trouve un chemin qui est compatible avec la persistance de la biodiversité. J'ose à peine parler, tu pourras faire un exposé un jour là-dessus, des cépages à résistance durable comme Volti, Sartaban et les autres, que je n'ai pas goûté. Ces cépages où on a empilé des résistances par sélection, des résistances différentes, et il y a tellement de résistances différentes au milieu à l'oïdium que du coup on diminue les traitements d'un facteur 7-10, c'est ce que je dis d'habitude, parce que il y a encore un peu de black rot, il y a des trucs comme ça, mais on a beaucoup moins besoin de pesticides. En fait, c'est la diversité génétique qui sert à construire des choses qui sont trop compliquées à contourner pour les pathogènes. Voilà, la biodiversité génétique, c'est un outil. Alors, ajoutez à ça qu'on peut aussi utiliser la biodiversité entre espèces. Alors, compliquons un tout petit peu la chose et parlons 2 secondes d'agroforesterie. L'agroforesterie, vous le voyez, c'est par exemple faire des céréales sous des arbres. Et ça a été très étudié à Montpellier par une autre équipe de l'INRAE qui travaille sur des peupliers céréales sur 14 ans. Ils ont eu des chiffres. Alors, évidemment, on se dit, oui, si on fout des arbres, il y aura moins de céréales qui poussent. Ok, ça c'est vrai. Et de toute façon, si on mettait que des arbres, il y aurait plus d'arbres qui pousseraient. Ça c'est vrai. Mais attention, attention. Les feuilles ne se développent pas en même temps. Et il y a toute une partie de l'année où il n'y a que les feuilles des céréales ou de la culture annuelle. Et là, c'est du noyer, désolé, mais ça ne change pas l'idée. Il y a toute une partie de l'année où il n'y a que les feuilles des noyers. Donc, en réalité, c'est vrai qu'il y a une période de compétition, disons 2 mois, mais vous utilisez mieux la ressource lumineuse. Et ce n'est pas tout. Les enracinements ne sont pas les mêmes. Quand vous avez des arbres
dont les racines sont emmerdées par des cultures annuelles, qu'est-ce qu'ils font? Ils développent leurs racines plus en profondeur. Regardez l'enracinement des arbres en forêt ou dans des systèmes agroforestiers. Ils vont exploiter le sol plus en profondeur. Et donc, vous vous retrouvez avec les céréales ou les cultures annuelles qui exploitent le haut du sol et le bas du sol qui est exploité par les arbres. Vous utilisez plus de sol. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou pas? Les travaux de Montpellier consistent à avoir regardé qu'est-ce qu'on produit comme arbre, comme bois et comme céréales par an sur 1 hectare de mélange. Et puis à côté, ils ont fait de la forêt pure et de la céréaliculture pure, et ils ont regardé quelle surface il faut pour produire autant. Pour produire autant que sur l'hectare de mélange, il faut 0,8 hectares d'agriculture et 0,6 hectares de forêt, soit un land equivalent ratio de 1,4 hectares. Et voilà. On peut produire plus de biomasse en mélangeant parce qu'il y a un peu de compétition, mais il y a aussi des choses exploitées par les uns que n'exploitent pas les autres. Et d'ailleurs, l'agriculture précolombienne, n'est-ce pas? On a hérité d'elle l'Amazonie, qui était le jardin des populations et des civilisations amazoniennes, qui ont été décimées par nos microbes quand les colons sont arrivés. Mais à la base, quand même, il faut savoir une chose, c'est qu'avant, l'Amazonie, elle était traitée comme ça. Enfin, 40% de la surface amazonienne était traitée comme ça. Il faut lire les travaux de Stéphane Rostin. Et puis regardez toutes les détections des pyramides, des canaux, des routes qu'avaient mis en place ces gens-là, qu'on fait maintenant avec des détections radar. On découvre des tas, on découvre que l'Amazonie était un jardin, mais un jardin comme ça, très mélangé avec des arbres, des buissons, des trucs rampants, des trucs grimpants. Et alors je te dis pas, si jamais tu es un parasite de bananier, même si tu arrives à niquer celui-là, le prochain bananier, c'est pas tout près. Enfin, c'est pas comme dans une bananeraie, quoi. C'est important ça, parce que en fait, la diversité freine la propagation des maladies, permet de mieux exploiter les ressources et de produire au moins autant que si on sépare les espèces. On l'a oublié parce que le but, c'est combien de quintaux de blé à l'hectare. Alors que pour le paysan, ça devrait être combien d'euros en caisse à la fin du mois, d'abord. Et deuxièmement, on s'en fiche des quintaux de blé. Ce que l'on veut, c'est l'ensemble des calories produites. Et aujourd'hui, on a des mélanges, par exemple, et c'est utilisé au moins pour l'élevage animal. Mais ça commence à être utilisé pour des mélanges céréales et légumineuses, pois, fèves, où on arrive à produire sur 1 hectare l'équivalent de ce qu'on produit sur 1,4 hectare si on sépare les deux espèces. Parce que c'est pareil, les légumineuses et les céréales, ça n'exploite pas pareil le sol. Eh bien oui, les amis, la question de savoir si on peut nourrir l'humanité comme ça ne se pose même pas. Si on fait les bons gestes, on peut produire autant, voire plus. Ok, la vraie question, c'est de s'y mettre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne s'y met pas et on pense qu'on nourrit l'humanité alors qu'on le fait bouffer des pesticides, ce qui est une façon de ne pas la nourrir et de détruire la biodiversité sur laquelle elle repose. Donc aujourd'hui, on ne nourrit pas l'humanité, c'est clair, puisqu'on détruit ce sur quoi elle repose. Ah oui, parce que dans les trucs qui abîment le microbiote, j'aurais dû parler des pesticides, tiens. En tout cas, vous y êtes? La question de savoir si on peut nourrir l'humanité ou pas, elle est vraiment posée si on continue à la nourrir avec de la merde. C'est important, parce que les pesticides, vous êtes des insectes aussi quelque part. Pourquoi les agriculteurs, ils ont 13% d'Alzheimer en plus à 55 ans, pardon. Pourquoi est-ce qu'ils ont 50% de lymphome en plus que la population générale? Pourquoi est-ce qu'ils ont 20% de myélome en plus? Alors que par ailleurs, pour les autres cancers, ils sont plutôt 20% en dessous de la population générale. C'est les canaris dans la mine. Ils nous racontent ce que sont les pesticides pour nous. Et donc, il n'y a pas que les insectes et les oiseaux qui décanillent à cause des pesticides. Donc aujourd'hui, on ne nourrit pas bien l'humanité. Donc les gens qui vous posent la question quand c'est des gens, la question peut être naïve et elle est respectable. Si quelqu'un qui connaît un peu l'agriculture vous dit « Est-ce qu'on va nourrir l'humanité ?» C'est clair, c'est quelqu'un qui a une idée reçue, qui ne veut pas regarder les travaux qui ont été faits par des agronomes ou des paysans, des agriculteurs, et qui ne veulent pas voir qu'il y a un autre chemin qui utilise la biodiversité. Alors justement, dans les façons d'utiliser la biodiversité, il y a un truc trop bien qui s'appelle la haie. Et la haie, elle coche, vous allez voir, plein de choses. Alors évidemment, quand vous avez une haie, vous avez moins de surface agricole. Bon, là, c'est sûr. On fait moins de MSA. Oui, bon. Alors, on a moins de PAC, la PAC, bon, la MSA, tout ça, c'est des trucs, on peut décider de calculer ces trucs-là autrement. Mais bon, en tout cas, le truc
qui est vrai, c'est que CLA, c'est des obstacles à la propagation des maladies, de nouveau. D'abord parce que les spores passent mal, les champignons, les bactéries passent mal. Il y a des oiseaux, il y a des chauves-souris. Les chauves-souris, elles bouffent les insectes. Je vous raconte un truc qui vient de sortir dans la revue Science, 6 septembre. Il y a des comtés aux États-Unis où les chauves-souris souffrent de la maladie du nez blanc. Vous savez, c'est un champignon qui les tue. Un champignon venu d'Europe qui tue les chauves-souris américaines. Il y a des comtés où il n'y a plus de chauves-souris. Il y a des comtés où il y a encore des chauves-souris. Dans les comtés où il n'y a plus de chauves-souris, on doit augmenter l'utilisation des pesticides de 31%. Parce qu'il faut remplacer les chauves-souris, qui rendent un service à l'agriculture américaine estimé à 3,7 milliards d'euros par an. Ça va ? Juste en termes d'économie de maladies et d'économie de pesticides. Sauf que dans les comtés où on augmente l'utilisation des pesticides de près d'un tiers, donc, la mortalité infantile a augmenté de 8%. Et quand vous dépouillez les morts en excès, ce n'est pas des accidents liés à des parents violents, c'est pas ça, non, non, non. Non, c'est des cancers, des lymphomes. Vous y êtes ? Vous sentez que l'homme, il est là en fait. C'est l'homme le problème. Oui, et c'est encore plus effrayant quand c'est l'enfant. En tout cas, je reviens sur les haies, où il y a des chauves-souris. Parce que les chauves-souris, c'est évident qu'elles ne sont pas dans le champ de maïs. Hein. S'il y en a, c'est parce qu'il y a des... Regardez tout ce que fait une haie. Bien sûr, elle préserve la biodiversité, puisqu'elle est habitée de choses diverses, et qu'elle est habitée notamment d'oiseaux et de choses comme ça, et puis voilà. Elle augmente le contrôle des bioagresseurs de 84%, ça veut dire qu'en fait le flux de maladies qui rentrent dans le champ est réduit. Ça ne veut pas dire zéro pesticide, hein. Ça veut dire plus tard et pas tous les ans. Il y a tout un tas d'insectes qui vivent là, qui peuvent aller polliniser dans les champs. Ah bah oui, parce qu'il y a des cultures qui ont besoin d'être pollinisées. En Bourgogne, par exemple, aujourd'hui, on compte qu'un quart de la production de cassis n'est pas récolté, faute de pollinisateurs. On manque de pollinisateurs. Aujourd'hui, si vous voulez plus de cassis, ce n'est pas la peine de mettre plus de pesticides. Il faut plutôt en mettre moins pour que les pollinisateurs reviennent. C'est Charlotte Anstedt qui travaille là-dessus à Dijon. Ses travaux sont merveilleux. Et puis, c'est des travaux faits avec des producteurs de cassis. Ce n'est pas des trucs en l'air. Hein. Ils travaillent avec des producteurs de cassis. Limitation de l'érosion, ça c'est une bonne idée. Hein, parce qu'il y a moins de vent. Et puis, si l'eau emmène des choses, elle s'est arrêtée par les haies. Limitation du déchèchement par le vent. Tant mieux si on a des étés secs. Hein. Ça permet de réduire l'impact de la sécheresse. Stockage de carbone, 100 tonnes de carbone par kilomètre de haies stockées dans le sol et dans les parties aériennes. C'est bon pour le climat. Infiltration de l'eau, les racines qui sont plus profondes que dans le champ sont des points d'entrée de l'eau vers les réservoirs souterrains et la profondeur du sol. Je ne vous fais pas de photos, hein. Il y a des régions entières de France qui valent par leur paysage bocagé. Et puis, ça produit des ressources. Et une des ressources que ça produit, c'est qu'il faut les tailler, les haies. Alors d'accord, ça prend du temps, mais ça vous fait du BRF. Et le BRF, ça permet de faire des paillages. Et là où vous paillez, vous n'utilisez pas d'herbicides. Alors, vous n'allez pas pailler des hectares de champs de blé, mais bon. Et bien voilà de la biodiversité d'espèces qui va nous servir. Vous y êtes ? Une solution, on vous dit. Et de toute façon, l'idée quand même... cœur de ça, c'est que l'homme dépend de la biodiversité. Il y a des endroits où ça se voit. Allez au marché, avec votre liste, et vous verrez. Ça se voit qu'on dépend de la biodiversité, non. Et encore, elle n'est pas aussi élevée qu'elle pourrait être quant à nos aliments. Si vous n'avez pas envie d'aller au marché, ouvrez votre frigo. Non, c'est pas chez moi, c'est une photo qui est sur Internet. Chez moi, il y a un peu plus de verdure. Mais il y a des litchis. Bon. C'est bon ? Vous voyez la biodiversité ? Même dans les paquets en carton, il y a de la biodiversité. En fait, je voudrais terminer sur cette phrase de cet anthropologue canadien qui dit « La biologie, et en fait le monde vivant en général, n'est une fatalité que si on l'ignore. Si on l'ignore, ça marche mal, ça dysfonctionne, on est de plus en plus obligé d'agir pour compenser des problèmes, on est de plus en plus malade. Par contre, si on ne l'ignore pas, c'est un outil. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à concevoir ensemble, c'est qu'il n'y a pas de crise de la biodiversité. Il y a juste une crise de la vivabilité de la Terre par l'homme, et notamment par nos enfants. Donc si vous aimez vos enfants, eh bien vous achetez ce livre où il y a plein de choses du même genre. Et surtout, vous prenez la biodiversité pour une solution et pas pour un problème. C'est pas évident, on a besoin de se retrousser tous les manches pour s'y mettre, mais clairement, c'est positif, non ? Il n'y a pas de crise, il n'y a que des solutions.
la biodiversité est une belle au bois dormant, qui va l'embrasser?